Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Déjà, fin de semaine pour ce mois de juillet, nous allons attaquer la semaine prochaine, la dernière semaine du mois de juillet. Et bien entendu, nous sommes toujours sur Topic News. Bonjour Franck Ramarson. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de Topic News. Franck Ramarson, chaque jour, de surprise en surprise, mais dans les salons, on dit aussi de bêtise en bêtise. Est-ce vrai? Nous sommes un pays où nous sommes adeptes aux plus grands bêtisiers de tous les temps, puisque nos dirigeants ne font que des gaffes, et des gaffes monumentales, puisque on leur demande tout simplement d'apaiser l'atmosphère, d'apaiser donc la situation politique. Maintenant, on complique les choses qu'en suspendant des ministres en conseil, puisque ces ministres, semble-t-il, donc ne veulent pas siéger tant qu'il n'y aura pas des explications sur certains articles de la feuille de route. Et ça a été très clair. Pourquoi n'a-t-on pas alors accédé aux doléances de ces ministres de la mouvance Ravalma en expliquant simplement quels sont les problèmes et les solutions à y apporter pour avancer par rapport donc aux exigences des articles de la feuille de route, article 20, 45, article 16, article 11, etc., etc. Mais on a préféré faire la sourde oreille, aller donc vers l'affrontement, et maintenant faire la mort de cette feuille de route, puisque le président de la transition, puisque c'est lui qui a pris la décision, il semble que cette décision est contestée donc par certains ministres maintenant, et notamment par le Premier ministre qui ne veut pas signer la notification de cette suspension. Le président de la transition s'auto-détruit, puisque lui-même n'est pas conscient que en voulant appliquer cette suspension, lui-même n'est plus président de la transition puisque c'est la feuille de route qui le désigne. Mais les conseillers ne peuvent pas le fléau sur les manières à prendre des décisions sur ce fait parce que là, tout compte fait, ça donne aussi vie à certaines idées. Mais ce sont les mouvances donc qui ne sont pas concernées par la rencontre entre Razuel Ravalma qui les poussent à faire, comme vous dites, ces bêtises, c'est-à-dire le team de M. Arnev, mais je ne pense pas que c'est M. Arnev, mais c'est le lieutenant, qui donc dans les journaux applaudissent que le président a pris donc une bonne décision, l'UDR et ceux qui sont contre cette rencontre, mais en fait ils l'ont bien piégé, puisque si on est dans la logique de cette suspension, qui est plus qu'une mouvance au sein du gouvernement, la mouvance qui est pro-Razuel, puisqu'on ne peut pas dire que les ministres de la mouvance Alpha-Albert, qui étaient considérés, M. Alpha-Albert les a reniés. Donc, il n'y a plus de gouvernement inclusif et consensuel à l'heure où nous parlons, dans la logique de M. André Razuel. Mais Franck Ramarson, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, pourquoi le Premier ministre Omer Birzik se tait? Peut-être il se tait, mais dans la façon dont il voit les choses, il faut qu'il prenne quand même le courage donc de dire réellement non à toutes ces décisions. Le fait d'abord qu'il n'a pas notifier les ministres de la mouvance Ravalman signifie qu'il est en train de sauver la feuille de route, qu'il est en train de sauver le siège de M. André Razuel. C'est-à-dire aussi un système, mais non pas des personnes alors. Voilà, il est en train de sauver cette feuille de route. Et que je ne sais pas si monsieur, le président de la transition, ses partisans sont conscients de cette situation, puisque nous sommes dans une situation d'imbroglio juridique, parce que honnêtement, si on voit les choses, il y a une vacance de pouvoir là où nous parlons. Imbroglio juridique, vous dites, oui, mais il y a un autre fait aussi, c'est cette histoire de Marc Ravalman qui est consigné à apparaître au tribunal sud-africain. Est-ce que c'est de la plaisanterie? Est-ce que c'est vraiment de l'ignorance ou bien est-ce qu'on veut prendre des malgaches pour des moins que rien? Un sombre avocat sud-africain qui vient ici à Madagascar dire que M. Ravalman a signé pour les événements du 7 février, alors qu'il y a de la justice malgache, que l'on a cru qu'elle était, je dirais, indépendante, qu'elle était souveraine chez elle, a déjà condamné M. Ravalman, même si c'est contesté, par contumace, des peines à perpétuité. Alors, que fait cet avocat? C'est simplement pour amuser la galerie. Qui va croire que la justice sud-africaine aussi, qui veut condamner aussi un autre célèbre exilé qui était chez eux, qui s'appelait M. Bertrand Aristide, le père de l'Haïti, qui était chez eux. Est-ce que les gens de Haïti ont demandé à ce qu'il soit condamné? Est-ce que l'Afrique du Sud, qui était quand même le repère de certains dirigeants nazis, est-ce que des avocats privés ont demandé leur extradition? Et maintenant, on fait semblant
de faire venir un avocat justement qui coïncide avec les dates de la rencontre Macravalman-Andrazuel pour exposer à l'hôtel Colbert disposition des lois sud-africaines concernant, je dirais, l'adhésion de l'Afrique du Sud au processus de la Cour pénale internationale. C'est commandité alors, selon vous? Mais c'est pas commandité, mais ce sont, comme dirait, des imbéciles qui commanditent. Ces imbéciles sont à Madagascar et ceux qui financent cet avocat. Si par souci de transparence, quelle est cette compagnie privée qui finance cet avocat? Et ces gens de l'AVC donc sont donc très très forts pour pouvoir aller jusqu'à la justice sud-africaine. Mais ça ne tient pas du tout debout. Et puis pour cela, il ne faut pas prendre des malgaches pour des idiots. Messieurs de la V7, c'est ce que les gens donc demandent actuellement. Ne mettez pas les malgaches à votre niveau. Et on comprend mieux pourquoi Madagascar est dans cette situation. On n'arrive pas à sortir de cette crise parce que vous et vos commanditaires qui sont au pouvoir sont en train de mettre les malgaches moins que rien. Et que moi je pense que c'est une honte de voir tous ces gens-là venir à Madagascar, qu'on les laisse. Sous un autre régime, on aurait arrêté cet avocat. Oui, mais ces deux protagonistes aussi vont se rencontrer d'ici peu, dit-on, à l'extérieur. Ils vont se rencontrer le 24 juillet en présence du président Zuma, du président de Seychelles et du secrétaire général de COI. Pas de préliminaire entre malgaches. Est-ce que c'est ça qu'un des protagonistes a peur pour qu'il fasse autant de manœuvres dilatoires, faire venir un avocat ici? Et donc, parce que la manœuvre est claire, c'est-à-dire c'est que M. Macravalman a été condamné, il ne faut pas qu'il revienne, c'est l'empêcher à tout prix de revenir, donc le but de la manœuvre, mais on sait que si jamais, et que les deux ne s'entendent pas, le SADC dit déjà qu'ils seront sanctionnés, exclus du processus, mais s'ils seront sanctionnés, c'est qu'ils n'ont plus le droit de voyager maintenant nulle part, avec les gels des avoirs, on verra s'ils seront sages après le 31 juillet. C'est une autre galerie, Franck Ramerson, mais au niveau des fonctionnaires, comme des paramédicaux et tout le reste, là aussi c'est un autre phénomène, c'est toujours... Mais on est entré dans une phase de paralysie totale des activités, et comme on a dit, tout le monde a pris le 31 juillet comme un deadline pour partir peut-être sur un nouveau pied. Après, peut-être pour une nouvelle transition, peut-être aussi qu'il faudrait maintenant, je dirais, organiser une véritable conférence nationale pour que les gens mettent une bonne fois pour toutes, se mettre au diapason pour sortir ce pays de la crise d'ici le mois mi-juin 2013, puisque ce sont les élections présidentielles qui, comme j'ai dit tout à l'heure, qui achèvera cette transition. Dernier point, Franck Ramerson, c'est l'histoire de la Jirama, augmentation donc, c'est clair, 13% en Suisse pour les plus de 130 kWh, mais elle est toujours en situation inconfortable, la Jirama, depuis jusqu'à maintenant. Une situation inconfortable, oui, bien entendu, puisque la Jirama donc traverse donc des périodes difficiles, bien vu qu'il y a des problèmes financiers. Le principal problème de la Jirama, c'est qu'elle fait de la vente à perte. Les tarifs ne compensent pas les dépenses d'exploitation et les dépenses en général. Donc ce qui fait que, comme il y a un blocage des tarifs faits par le gouvernement, donc il faudrait savoir, comme disait le directeur général, il faut choisir entre Jirama être un outil politique ou un outil économique. Pour être un outil politique, c'est-à-dire que c'est l'État, c'est les dirigeants politiques qui ne veulent pas qu'il y ait donc une situation de rentabilité. Mais aussi, il faut voir que la Jirama est une compagnie d'État qui appartient à l'État, même si elle a un statut de société anonyme, qu'elle doit satisfaire les services publics. Déjà, à ce niveau-là, il y a une autonomie entre vouloir la rentabilité économique et financière et d'un côté satisfaire les besoins des services publics. C'est-à-dire que voilà les résultats des ingérences de l'État, quoi. Dire que satisfaire les besoins de services publics, ça ne veut pas dire ingérence de l'État, mais l'ingérence de l'État se fait par des interventions politiques. C'est différent, ça. Donc les interventions politiques, c'est-à-dire que demander, comme c'est passé auparavant, à ce que la Jirama soit la vache à lait de certaines, je dirais, dépenses qui ne concernent pas la société. Donc, comme toute société d'État, elle subit des interférences qui ne doivent pas l'être. Aller donc payer des frais de représentation de certains ministères, ça s'est déjà passé, et que le conseil d'administration aussi peut-être en profite pour pouvoir faire des dépenses ostentatoires, parce qu'on peut toujours incriminer le directeur général ou bien les dirigeants de la société. Mais eux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puisqu'ils ont un actionnaire qui s'appelle l'État et qui veut faire ce qu'elle veut, donc je dirais dans la gestion d'une compagnie comme la Jirama. C'est une pratique qui n'est pas unique à Madagascar, mais ce qu'il faut éviter, donc c'est qu'il faut une bonne gestion, il ne faut pas trop l'incriminer quand il s'agit de KBJ
au sein de la société. En tout cas, Franck Ramarsson, la semaine prochaine sera presque, comme on dirait, une ligne droite pour une sortie de crise, ou sinon pour s'enliser davantage. Vous êtes bien pessimiste, mais espérons que, je dirais, on reviendra dans le bon sens et que... parce qu'on n'est pas à l'abri des surprises. Peut-être pour ce week-end, est-ce qu'il y aura encore des bêtises qui vont sortir, parce qu'on le craint, parce que avec des réactions impulsives des uns et des autres à l'approche de sommet, tout le monde va faire de la surenchère. On verra à partir mardi, le 24 juillet, si le sommet se tient, qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que ce sera donc un coup pour rien encore? Mais je dirais le deadline, le vrai, c'est le 31 juillet. Y aura-t-il accord ou pas? Que va faire la SADC et la communauté internationale?